Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Une délégation de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE est à Bamako depuis hier pour une visite de travail. La mission conduite par Louis Michel a rencontré hier le président de la République par intérim avant d'être reçu par le Premier ministre pour un déjeuner de travail. Auparavant, les parlementaires européens ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale du Mali. Les détails de la journée avec Ibrahima Traoré. Les parlementaires ACP-UE entament leur visite de travail au Mali par l'Assemblée nationale. Ils viennent intensifier la coopération avec leurs homologues maliens pour faire face à la crise que traverse le pays. Les députés ont notamment échangé avec le président de l'institution sur l'évolution actuelle de la situation sociopolitique et sécuritaire du pays. On a parlé des conditions dans lesquelles peuvent s'organiser le travail et la méthode et le processus de la réconciliation et du dialogue. Alors, qui dans le dialogue? Il va de soi qu'il faut que ceux qui fassent partie du dialogue soient représentatifs le plus largement possible des Maliens. Il faut que tous ceux qui participent admettent évidemment l'intégrité territoriale du Mali et qu'ils acceptent évidemment de ne pas dialoguer avec des armes. Les mêmes sujets ont été abordés avec le président de la République par intérim. Les parlementaires apprécient le processus politique en cours. Ils réitèrent leur soutien au peuple malien à mieux préparer et réussir les élections générales prévues avant le 31 juillet. Nous pensons qu'il est important que ces élections soient considérées comme indiscutables sur le plan de la légitimité démocratique. Ça veut donc dire qu'il y a des problèmes logistiques. Comment fait-on pour que les réfugiés puissent revenir pour notamment avoir la possibilité de voter? Il faut évidemment que tous les Maliens puissent voter. Comment fait-on pour s'assurer d'une participation importante à ces élections? Le taux de participation est important aussi. On a reçu énormément d'informations qui continuent d'ailleurs. Mais là, nous avons été franchement très édifiés par quelqu'un qui connaît parfaitement bien la situation au Mali. J'ai constaté avec le président Michel aussi sa réponse à la question de savoir s'il devait se représenter. Il a été catégorique. Lui, sa contribution serait à la démocratie serait certainement de conduire cette transition à bon port. Autre temps fort de la journée, le déjeuner offert aux députés par le Premier ministre. Django Sissoko retrouve les parlementaires après une récente rencontre de genre qui s'était déroulée à Bruxelles. Le chef du gouvernement a notamment souligné toute la reconnaissance du peuple malien au Parlement européen pour son engagement dans la mobilisation de la communauté internationale à aider davantage le pays. Et nous restons avec cette même mission de parlementaires européens qui a également eu une rencontre avec les députés élus du Nord et le collectif des ressortissants du Nord, le COREN. C'était pour un échange de points de vue sur la situation actuelle du Mali. Amadou Sankari. C'est pour enrichir davantage leurs connaissances sur la situation que vit notre pays que les membres de la mission de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne ont rencontré ensemble les députés élus du Nord et le collectif des ressortissants du Nord COREN. Les informations issues de cette rencontre doivent être consignées dans un rapport, un document qui va solliciter une pleine implication de l'Union européenne dans la résolution de la crise malienne. Déjà, la mission est consciente de l'ampleur du problème. La question que vous avez à régler ici au Mali n'est pas seulement une question malienne. C'est une question qui touche évidemment la région, qui touche l'Afrique, mais qui touche aussi l'Europe. Et j'ose le dire, qui touche aussi le monde. Nous sommes là pour une mission d'information et d'étude. C'est un mot qui est très faible. En fait, nous sommes là pour venir vous entendre, vous écouter, non pas nous faire une opinion, parce que notre opinion sur la nécessité de soutenir le Mali et les autorités maliennes, elle est faite, on est au-delà de ça. Nous sommes là surtout pour enrichir notre connaissance un peu plus fine, un peu plus aiguë des problèmes et de la difficulté parfois de certains scénarios et de certaines questions. Pour les échanges de fonds sur la crise politico-sécuritaire, il a été demandé tout simplement à la presse de plier bagage. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit exactement? Nous avons pu dire aux parlementaires de l'Union européenne et de l'ACP que pour nous, le MNLA en Sardine, le Moujao, ACMI, constitue la seule et même organisation terroriste. Le fait que ce soit les villes de Gao, de Tombouctou qui soient libérées et que Kidal soit encore sous occupation. Nous ne comprenons pas que jusqu'à présent, l'armée malienne ne soit pas à Kidal.
Au programme de cette mission au Mali, plusieurs rencontres sont prévues avec d'autres acteurs impliqués dans la résolution de la crise. Hors du Mali, mais toujours pour parler du Mali, dernière étape de la visite de travail du président de l'Assemblée nationale à Paris, Younousi Touré et sa délégation ont rencontré les Maliens de France. C'était au consulat général du Mali à Paris. Entouré des présidents de différentes commissions de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée a informé les Maliens de France sur l'évolution de la situation politico-sécuritaire du pays. Le compte-rendu de notre correspondant à Paris, Makanfin Konati. La rencontre d'information voulue par le président de l'Assemblée nationale s'est vite transformée en espace d'interpellation. Les Maliens de l'extérieur en ont gros sur le cœur. Le président Younousi Touré est interpellé sur le sort des députés ayant rejoint la rébellion. L'une des premières mesures que j'ai eu à prendre, c'est de suspendre les salaires et indemnités de tous les députés qui sont dans la rébellion, immédiatement, sans demander l'avis de qui que ce soit. Alors que depuis le début, n'est-ce pas, jusqu'au mois d'avril-mai, c'est des gens qui continuaient à toucher leurs indemnités, leurs salaires, je ne sais pas par quel moyen d'ailleurs. La tenue des élections générales en juillet prochain préoccupe beaucoup de Maliens. Avant de valider la feuille de route, les élus de la nation ont-ils pris en compte toutes les questions liées à la sécurité et au retour des déplacés? Tout le monde sait que juillet-août, ça coïncide avec la saison de pluie et puis le mois de Ramadan. Mais le gouvernement a dit que vraiment il sera prêt. Sinon, on voudrait même faire des recommandations concernant la date des élections, mais comme c'est le gouvernement qui organise les élections. Nous, en tant qu'élus, on ne pouvait pas insister pour ne pas donner l'impression qu'on veut toujours rester à l'Assemblée. Les Maliens de l'extérieur contribuent fortement au développement du pays, mais aussi et surtout à la stabilité des régions d'origine des migrants. Quand est-ce que les représentants de la diaspora siégeront-ils à l'Assemblée nationale? Ne soyez pas pressés, hein. Les députés français d'ordre de la France, c'est cette année qu'ils ont commencé. Au terme de 120 minutes d'échange, la diaspora malienne de France a salué ce dialogue direct entre élus et électeurs. Retour à l'actualité nationale, les forces maliennes et françaises continuent leur opération de sécurisation de la ville de Gao jeudi dernier pendant qu'une patrouille faisait un mouvement vers Diebok. Une autre opération avait été planifiée pour fouiller l'île de Kadji, un village réputé être le fief du Moujao. L'opération a permis d'interpeller une cinquantaine de présumés terroristes, nous disent nos envoyés spéciaux Daouda Sidiki Diarra et Massa Doumbia. Opération coup de main à Kadji. Avec la collaboration de certains notables, les forces maliennes et françaises se sont rendues ce jeudi sur l'île de Kadji pour effectuer des opérations de sécurisation. À 15h20, les forces maliennes ont traversé un bras du fleuve par pirogue. Arrivés dans ce village de 8 quartiers en premier, nos forces ont procédé à des fouilles maison par maison à la recherche de caches d'armes. Pendant ce temps, les forces françaises assuraient les arrières à l'entrée de l'île. Cette île est située à 4 km environ en face de Gao, sur la rive droite du fleuve Niger. Et c'est à partir de ce village de 6000 habitants que les attaques de Gao ont été toujours planifiées par le Moujao, mouvement pour l'unicité et les djihad en Afrique de l'Ouest. Parmi les 8 quartiers du village, seul Dar Salam serait favorable aux terroristes, les autres quartiers l'ayant rejeté. Les fouilles ont duré moins de 24 heures, même si des armes n'ont pas été trouvées sur place. Au moins une cinquantaine présumés djihadistes ont été interpellés et conduits à la gendarmerie pour audition. Parmi eux, il y a un certain Zroukalani Konan qui était le juge islamique de Kadji. Pour mémoire, ce village faisait la une des journaux ces derniers temps. L'île de Kadji s'étend sur 1 km de longueur avec une largeur de 200 à 300 mètres par endroit. Sécurisation du pays, les autorités s'y mettent par divers moyens. L'état d'urgence décrété par les pouvoirs publics en est un, mais n'est pas respecté par les Bamakois. Dans leur quotidien, on constate que cette mesure est violée, surtout lors des mariages et baptêmes. Ainsi, le maire du district, Adama Sangaré, monte au créneau pour attirer l'attention des Bamakois. Il adresse un message de sensibilisation pour le respect des exigences de l'état d'urgence. Il est au micro de Mohamed Diarra. Nous avons essayé de faire en sorte qu'au niveau de l'ensemble des conseils communaux, le conseil du district de Bamako, les 6 communes, que chacun essaie de relayer l'information à ses populations, à ses mandats, afin qu'ils comprennent qu'il s'agit de la sécurité de tout un chacun et que si l'État prend de telles mesures, c'est que
le jeu en vaut la chandelle. Nous sommes en contact avec la police qui essaie, parallèlement aux rafles nocturnes, de faire en sorte aussi, dans les quartiers, si la population collabore, je suis dans la rue, je vois qu'il y a un tel attroupement qui doit avoir lieu, j'essaie de les faire raisonner, s'ils n'acceptent pas, je vois quelle est la structure de police la plus proche de moi, de l'informer afin qu'elle puisse venir mettre les choses dans l'ordre. Respectons l'État, parce que le président de la République a décrété l'état d'urgence. La prorogation a été faite par l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, ce sont ces dispositions d'ordre statutaire qui doivent être respectées, et comme je l'ai dit, pour le grand bien de l'ensemble des populations. La réglementation en vigueur, c'est des contraventions de 5 polices qui doivent être payées au niveau effectivement de la police, que la police effectivement respecte. Quand tu es verbalisé, ça vaut mise en demeure aussi d'arrêter. Au-delà de ça, ça peut aller loin. C'est pour cette raison, nous n'inviterons jamais assez cette population malienne, et particulièrement à Bamako, de rester encore vigilants. De rester vigilants au niveau des mariages, de rester vigilants au niveau des baptêmes, des manifestations funèbres, de rester vigilants dans les lieux de culte, de rester vigilants partout où il puisse y avoir des attroupements. Célébration à Sikasso de la Journée mondiale de la protection civile édition 2013. Les soldats du feu ont marqué l'événement par une journée porte ouverte dans une grande sobriété, nous signale notre correspondant sur place, Daouda Diakité. Placé sous le thème de la protection civile et la préparation des organisations de la société civile pour la prévention des risques, l'édition 2013 de la Journée internationale de la protection civile que Sikasso vient de célébrer a été l'occasion pour les soldats du feu de s'ouvrir au grand public et de faire le bilan de l'année 2012. Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, 926 sorties de secours ayant enregistré 1455 victimes, dont 85 morts et 1284 blessés. La participation aux opérations de sauvetage et de relogement des sans-abri à Sikasso comme à l'intérieur. La participation aux opérations de recensement des dégâts causés dans le cadre de la cellule de veille et d'évaluation d'impact des inondations. Un bilan qui interpelle toutes les composantes de la 3e région. L'appel que j'ai lancé, c'est d'aider la protection civile dans sa mission de prévention, mais aussi de gestion des sinistres et catastrophes. Et c'est là, avec le peu de moyens dont disposent les services, je pense que si nous faisons l'économie avec l'essentiel, nous permettrons à ces services de faire efficacement son travail. La présentation des équipements et la visite des locaux ont constitué les moments forts de la journée. Hors de chez nous au Kenya, les résultats provisoires de l'élection présidentielle continuaient d'arriver hier très lentement au centre de collecte de la commission électorale indépendante qui les publie en temps réel. La publication de ces résultats retransmis en direct par les principales chaînes de télévision était suivie avec beaucoup d'attente et de nervosité dans un pays encore traumatisé par les violences sans précédent ayant suivi les résultats contestés du précédent scrutin présidentiel. C'était en décembre 2007. Le président de ce bureau de vote du centre-ville de Nairobi attend les derniers retardataires. Le vote devait se terminer officiellement à 17h, mais l'IEBC, la commission électorale, a donné la consigne de poursuivre les opérations lorsque les bureaux ont ouvert en retard et la plupart n'étaient pas prêts à l'heure. Dans cet autre bureau du centre-ville, les urnes de l'élection présidentielle sont déjà ouvertes et le comptage a commencé. Les voix se répartissent entre Uhuru Kenyatta et Raila Odinga, les deux favoris, ne laissant guère de place pour les autres candidats. La journée de lundi a été calme à Nairobi. Les rues du quartier des affaires sont désertes, traversées de temps en temps par des patrouilles de police. Dans le reste du pays, un seul incident sérieux a été confirmé. Une attaque de bureau de vote près de Mombasa sur la côte, attribuée à un mouvement séparatiste. Le bilan est de 22 morts. Le soir, bien après l'heure officielle de fermeture des bureaux de vote, de nombreux électeurs du bidonville de Kibera n'ont pas encore mis leur bulletin dans l'urne, mais tous ceux qui sont arrivés avant 17h sont autorisés à voter. Ils se sont préparés pour ce jour depuis 5 ans et ce n'est pas bon que l'IEBC leur refuse le droit de vote.
Kibera, ce matin, s'est réveillé de mauvaise humeur. Les journaux, se basant sur les premiers résultats non officiels, annoncent une nette avance d'Ouro Kenyatta. Dans ce bidonville, peuplé en grande majorité de Luo, on vote beaucoup selon l'appartenance ethnique et Raila Odinga est le favori. Pour le moment, les habitants semblent divisés sur la conduite à tenir face à une possible victoire d'Ouro Kenyatta. Nous ne pouvons pas permettre cela parce que nous en avons marre de la famille d'Ouro Kenyatta. Et s'il gagne? Nous allons manifester. S'il y a quelque chose de louche, nous irons devant les tribunaux. Des attroupements se forment par-ci par-là, des rassemblements qui pourraient se transformer en manifestations si la tendance se confirme. En milieu de journée, les résultats affichés par la commission électorale au fur et à mesure qu'ils arrivent et portant sur un tiers des bureaux de vote donnent 54% pour Uhuru Kenyatta et 40% pour Raila Odinga. Direction la Chine avec la fin de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire qui s'est ouverte hier. Xi Jinping tiendra tous les leviers du pouvoir entre ses mains, et cela 4 mois après le congrès du parti qu'il a propulsé en tête du régime. Il est ainsi secrétaire général du parti communiste, chef des armées et enfin président de la République populaire de Chine. Chaque année, ils viennent de toute la Chine pour l'Assemblée nationale populaire. 3000 délégués qui se retrouvent au Palais du Peuple à Pékin. Un rendez-vous un peu spécial en 2013, puisqu'à son issue, le président Hu Jintao cédera son fauteuil à Xi Jinping, nouveau secrétaire général du parti. Le Premier ministre part, lui aussi. Wen Jiabao a dressé le bilan de ses 5 ans au pouvoir et a révélé ses prévisions de croissance. L'objectif de croissance économique pour cette année est de 7,5%. Cela paraît approprié et nécessaire. Et nous avons besoin de travailler dur pour y parvenir. 7,5%, une croissance semblable à l'an passé et relativement faible pour la deuxième économie mondiale qui flirtait il y a peu encore avec les 10%. Pour stimuler cette croissance, la Chine compte développer la demande intérieure, faire des Chinois de nouveaux consommateurs, eux qui jusqu'ici ont plus tendance à épargner. Autre priorité du gouvernement, la défense. Le budget militaire est en hausse de près de 11%, une décision qui inquiète les États-Unis et les autres pays de la région avec lesquels la Chine a des conflits territoriaux. Nous devrions accélérer la modernisation de la défense nationale et des forces armées afin de renforcer nos capacités militaires. Nous devrions résolument faire respecter la souveraineté de la Chine, sa sécurité et son intégrité territoriale et lui assurer un développement pacifique. Les citoyens chinois, eux, auraient bien aimé entendre parler davantage de la corruption, un mal endémique au sein du parti et de l'État chinois. Wen Jiabao n'y a fait qu'une discrète allusion vers la fin de son discours après 2 heures de temps de parole. Et cette nouvelle de la mort de Hugo Chavez avant de refermer cette édition, président du Venezuela pendant 14 ans et chef de file de la gauche anticapitaliste latino-américaine, Hugo Chavez est mort hier après des mois de lutte contre un cancer. Le commandant président, qui était âgé de 58 ans, avait subi 4 opérations à Cuba pour un cancer de la région pelvienne détecté au milieu de l'année 2011. 7 jours de deuil seront observés dans le pays et les obsèques du président défunt auront lieu vendredi. Dans l'intervalle, la dépouille de l'ancien officier parachutiste sera exposée à l'école militaire de Caracas, a annoncé les autorités vénézuéliennes. C'est tout pour ce journal. Prochain rendez-vous 18h et 20h. Présentation Nyanya Lou Traoré. Merci d'avoir été des nôtres et très bonne suite de nos programmes. Bon appétit à tous.